Je m'appelle Madeleine, j'ai 72 ans, et je vivais à Talence, un petit coin tranquille à quelques minutes du centre de Bordeaux. Parmi les pavillons alignés et les immeubles des années 70, j'avais trouvé refuge dans mon modeste appartement au dernier étage, celui où vivait aussi mon fils Julien avec sa femme Mélanie et leurs 2 enfants. Mais ce matin-là, le 3 mars 2023, tout a basculé. Je revenais de la boulangerie, une baguette sous le bras, un petit sachet de chouquettes pour mes petits-enfants comme tous les samedis. Devant la porte de l'immeuble, quelque chose clochait. Mon badge magnétique ne fonctionnait plus. J'ai cru d'abord à un bug, une panne, un simple dysfonctionnement technique. J'ai sonné, rien. J'ai tenté d'appeler, pas de réponse. Puis j'ai remarqué ce mot collé à la porte vitrée. Merci de ne plus insister. Toute présence non autorisée sera considérée comme une intrusion. La gestion. La gestion. Un froid m'a traversé le corps. Qu'est-ce que cela signifiait ? J'étais locataire. J'étais la mère du propriétaire. J'étais chez moi. Je suis restée plantée là, les bras tremblants, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Les passants me regardaient, cette vieille femme figée devant une porte close. Alors, j'ai fait ce qu'aucune mère ne devrait avoir à faire. J'ai appelé mon fils. Il a décroché après plusieurs sonneries. Sa voix, lasse et gênée, m'a tranché le cœur. Maman, écoute, on ne peut plus continuer comme ça. Mélanie n'en peut plus. Elle dit que tu nous encombres, que tu fais double emploi avec les charges, les repas, l'électricité. Je suis restée muette. Je ne comprenais pas. Tu veux dire que je coûte trop cher ? Ce n'est pas contre toi. Mais tu ne travailles plus. Tu n'aides pas vraiment. Et Mélanie pense que tu prends trop de place avec les enfants. Ils doivent apprendre à vivre sans ton influence. Tu sais qu'elle veut une éducation moderne. Puis, sa voix a changé, je ne l'ai plus reconnue. On a changé les codes. C'est plus vivable. Maman, tu es devenue une bouche de trop. Une bouche de trop. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré non plus. J'étais là, au téléphone, comme anesthésiée, tandis que la porte se refermait sur toute ma vie. Je pensais à mon armoire, à mes livres, à mon fauteuil près de la fenêtre. À l'album de photos sur l'étagère que j'avais confié à Louise, ma petite fille. À mes petits plats du soir qu'il mangeait toujours avec appétit. Tout cela effacé, balayé par un seul mot, trop. Je me suis assise sur un banc au coin de la rue, attendant que la douleur s'apaise. Mais elle ne passait pas. Au fond de moi, je savais. Je savais que ce n'était pas une décision brusque. C'était un plan, lentement orchestré sous le voile de la gentillesse, de la modernité et de la politesse. Ils ne voulaient plus de moi depuis longtemps. Et maintenant, ils avaient trouvé le prétexte parfait, l'argument économique, l'argument social. Une retraitée inutile, sans revenu, prenant de la place. Je suis allée passer la nuit chez ma voisine Marthe, qui m'a accueillie sans poser de questions. Elle m'a tendu une couverture, un bol de soupe et un lit de fortune dans sa petite pièce à couture. À 72 ans, j'étais redevenue une invitée chez les autres. Allongée, les yeux grands ouverts, je fixais le plafond et me suis dit, il n'y a pas de place pour des femmes comme moi, pas dans leur monde. Mais peut-être qu'il restait quelque part un endroit où c'était encore moi qui décidais. Cette nuit-là, quelque chose a commencé à bouger en moi. Lentement. Je n'étais pas encore prête à contre-attaquer, mais j'avais survécu à l'humiliation. Et parfois, survivre est déjà le début de tout. Je suis restée chez Marthe pendant 4 jours. 4 jours de silence, enfermée entre les murs fleuris de sa petite maison de la rue Malbec. Elle n'a jamais posé de questions. Elle m'a juste préparé des infusions le soir et tendu des biscuits secs l'après-midi. Comme on le ferait pour une sœur silencieuse, trop fragile pour qu'on la brusque. Et moi, je n'arrivais pas à parler. Comment expliquer qu'on vous ait mis à la porte sans même une dispute ? Comment dire qu'on vous a jugé invisible, inutile, superflu, alors que vous avez donné toute votre vie à cette famille ? Je fixais mes mains usées et maigres. Ces mains qui avaient lavé, cousu, soigné, bercé. Ces mains qui avaient nourri mon fils, l'avaient accompagné à l'école, aidé à acheter son premier appartement en hypothéquant ma propre retraite. Et aujourd'hui, ces mêmes mains n'avaient plus le droit d'ouvrir la porte de mon propre foyer. Le soir du 5e jour, Marthe s'est assise près de moi et a simplement dit « Madeleine, tu sais, moi aussi, mon fils ne m'appelle plus. Il avait déménagé à Marseille avec sa compagne. Je ne connaissais même pas le prénom de mon petit-fils. Je l'ai observé et dans ses yeux, j'ai perçu ce que je refusais d'appeler la solitude des mères âgées.
Celles qu'on enterre vivantes, enfermées dans un appartement, une maison de retraite, ou même une pièce attenante au bonheur des autres. On nous garde un temps, et quand on dérange, on nous renvoie comme un colis mal livré. Alors, mes souvenirs d'enfance me sont revenus. Mon père, rude et alcoolique, qui hurlait souvent et ne me parlait que pour me dire de disparaître du salon. Ma mère, elle, silencieuse tout le temps. Et moi, enfant, je m'étais juré de ne jamais devenir cette femme réduite au silence. Mais la vie est ironique. Elle vous mène exactement là où vous aviez juré de ne jamais aller. Moi aussi, j'avais fini par me taire, jusqu'à devenir invisible chez mon fils. Je passais l'aspirateur quand il partait. Je mettais la table, faisais les courses, gardais les enfants. Mais je n'étais jamais invitée à dîner avec leurs amis. On me disait, « Maman, repose-toi ce soir, tu dois être fatiguée. » Ce n'était pas de la bienveillance, c'était l'effacement déguisé. Et puis j'ai pensé à leur appartement. C'est moi qui avais signé le préachat quand Julien voulait acheter ce duplex. Il avait des projets, mais pas de dossier solide, et j'avais mis en garantie la maison de ma mère héritée. J'avais signé parce que je l'aimais, parce que je croyais qu'un enfant ne renie pas sa mère, surtout quand celle-ci la nourrit jusqu'à s'oublier elle-même. Mais maintenant, il avait oublié. Un matin, j'ai descendu à pied les quelques rues qui menaient à la résidence où il vivait encore. Je me suis arrêtée sur le trottoir et les ai regardés. Mélanie est sortie, riant au téléphone, tirant Jules par la main. Elle n'a pas tourné la tête. Elle ne m'a pas vue. Ou alors elle a fait semblant. Je suis restée là, figée, comme un arbre déraciné. Dans ce moment suspendu, j'ai compris une chose essentielle. Je ne voulais plus revenir en arrière. Je voulais reconstruire ailleurs, autrement, mais pas pour fuir. Je voulais répondre. Et cette réponse ne viendrait ni par un cri, ni par une vengeance brutale. Elle viendrait dans la pierre, dans la loi, dans les briques et le titre de propriété que je tiendrais bientôt entre mes mains. Je ne savais pas encore comment, mais une idée, une folle intuition, avait commencé à germer dans mon esprit. Dans les jours qui ont suivi, j'ai repris mes allers-retours à la mairie, au cadastre, puis à la préfecture. Je ne savais pas encore exactement ce que je cherchais, mais je sentais qu'un puzzle était à recomposer. Et c'est à la mairie de Talence, dans un couloir froid aux murs jaunis, que j'ai trouvé la première pièce. Un plan de réhabilitation, une annonce d'achat groupé de l'immeuble où vivait mon fils, et parmi les noms des investisseurs, JVC, copropriétaire principal 2021, Julien, mon fils. Ce que j'ignorais jusqu'alors, c'est que je ne vivais pas chez lui. Je vivais dans un appartement qu'il possédait déjà entièrement, acheté avec une partie du capital provenant de la vente de la maison de ma mère, qu'il avait discrètement revendu avec ma procuration alors que j'étais hospitalisée 2 ans plus tôt pour une embolie pulmonaire. Je me souviens de cette période. J'étais faible, à moitié consciente, et il m'avait fait signer quelques papiers pour faciliter la gestion. Je n'avais rien vu. Mais lui, il avait tout orchestré. Et ce qui me frappait maintenant comme un coup de poing, c'était ses paroles à l'époque. « Tu verras maman, quand tu rentreras, on aura de quoi faire des travaux. Tu mérites un peu de confort. » Je pensais qu'il parlait de mon bien-être, mais non. Il parlait du sien et de celui de Mélanie. Tout devenait clair. Pendant des années, j'avais été l'idiote utile. Celle qui cuisine, garde les enfants, paie l'électricité, fait les courses, prête sa signature. Et eux, pendant ce temps, bâtissaient leur petit empire locatif sur mon dos, avec mon héritage et mes économies. Mais surtout, ils avaient planifié ma disparition. Ce genre de plan ne s'improvise pas, changer les codes de l'entrée, prévenir le syndic, désactiver un badge. Ce n'était pas une dispute, c'était une exclusion préméditée. Je suis rentrée chez Marthe, le cœur serré. Je brûlais d'envie de crier, pas de colère, mais de dignité piétinée, de confiance trahie. Le lendemain, Mélanie m'a appelée. Elle avait sans doute appris que je m'étais renseignée. Sa voix était douce, presque faussement attendrie. « Bonjour Madeleine. On est un peu surpris que tu fouilles dans les papiers. Tu sais, on veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce n'est pas facile avec les enfants, les finances et puis, tu vieillis. » Je l'ai laissé parler, puis j'ai dit calmement. « Tu veux que je disparaisse, Mélanie ?» Elle a répondu, presque innocemment. « Mais pas du tout. On t'aime. Tu le sais. C'est juste que tu ne rends plus service comme avant et l'appartement. Tu ne l'entretiens pas assez. Julien est obligé de repasser derrière toi. » Je l'ai interrompu. Ma voix était calme, presque trop calme. « D'accord. Alors si je suis une charge,
J'espère que tu sauras supporter les charges qui arrivent. Et j'ai raccroché. Ce soir-là, Marthe m'a regardé et demandé, « Tu vas faire quoi maintenant ?» J'ai répondu sans hésiter, « Acheter. » « Acheter quoi ?» s'est-elle étonnée. « Leur immeuble. » Ses yeux se sont écarquillés. « Mais Madeleine, tu n'as plus rien. » J'ai souri. Ce n'était pas vrai. Il me restait un héritage placé à la Caisse des dépôts, quelques obligations, et surtout un vieux notaire ami à Saint-Augustin, rencontré à l'époque où je tenais ma mercerie. Je l'ai appelé dès le lendemain. « Jean-Pierre, tu te souviens de moi ? » « Comment oublier la seule cliente qui payait à l'aveugle ?» a-t-il répondu en souriant. Je lui ai raconté toute l'histoire, sans détour. Il m'a écouté, calmement, puis a dit, « Ça tombe bien. Leur immeuble est en procédure de cession partielle et j'ai un contact qui veut vendre sa part. On peut peut-être faire quelque chose de très intéressant. » Je n'étais plus cette vieille femme expulsée. J'étais devenue une acheteuse silencieuse. Tout ce qu'ils avaient cru être mon effacement allait devenir mon levier. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je me suis tournée et retournée dans le petit lit de la chambre d'amis de Marthe, le cœur battant, l'esprit en feu. L'idée n'était plus un simple fantasme. C'était une trajectoire, une route réelle que je pouvais emprunter. J'avais encore quelques économies, modestes, mais suffisantes pour faire levier. Surtout, j'avais ce que avait perdu, le temps, la mémoire et la rage tranquille d'une femme humiliée. Avec Jean-Pierre, le notaire, nous avons commencé à récupérer l'historique des propriétaires de l'immeuble. Un nom a immédiatement retenu mon attention, un ancien collègue de mon mari défunt, M. Bastien Trélu, propriétaire de 30% des parts de l'immeuble où vivaient Julien et Mélanie. Je l'ai retrouvé grâce à un vieux carnet d'adresses que j'avais griffonné en 2005. Il vivait à Mignac, dans une résidence pour retraités, seul et un peu perdu dans ses souvenirs. Dès qu'il m'a vu, il m'a reconnu. « Madeleine, c'est bien toi, la femme de Jacques ? » « Oui, et j'ai quelque chose à te proposer. » Je lui ai expliqué calmement mon projet. Je ne lui ai pas raconté les gifles invisibles, les humiliations, l'exclusion. Je lui ai seulement dit que je voulais racheter sa part. Il a haussé un sourcil. « Tu veux racheter mes 30% à ton âge ? » « Surtout à mon âge, parce que je ne veux plus attendre qu'on m'autorise à exister. » Il a ri, un rire franc, un peu cassé, mais pas moqueur. « Je n'ai pas d'enfant et toi au moins tu ne joues pas. Si ça peut t'aider à dormir, prends cette part. » Avec Jean-Pierre, nous avons monté un dossier solide, discret et légal. La cession s'est faite en silence. Julien et Mélanie n'ont rien su. Je suis devenue copropriétaire de l'immeuble où l'on avait tenté de m'effacer. Quelques semaines plus tard, une nouvelle occasion s'est présentée. Un petit investisseur, ruiné par un divorce, cherchait à vendre ses parts, 25%. J'ai alors appelé ma sœur aînée, Agnès, qui vivait à Libourne. Elle aussi avait été écartée par des enfants trop pressés de récupérer leur héritage. « Si je t'embarque dans une petite folie douce, tu viens ? À notre âge, on ne vit plus de grandes passions. Alors oui, compte sur moi. » En un mois, j'avais atteint 55% de l'immeuble. La majorité silencieuse, la majorité stratégique. Et eux, ils n'en savaient rien. Le déclic n'est pas venu d'un mot, ni d'un regard. Il est survenu au moment précis où j'ai reçu le relevé de copropriété. Mon nom y figurait, noir sur blanc. Madeleine Vincent, copropriétaire majoritaire, 55%. Je l'ai relu 3 fois. Puis les larmes sont venues. Mais ce n'étaient plus des larmes de douleur. C'étaient des larmes de libération. Je n'étais plus une bouche de trop. J'étais le socle sur lequel tout reposait. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais plus peur de croiser Mélanie. Un matin, je l'ai même attendue en bas de l'immeuble, près des boîtes aux lettres. Elle est sortie, lunettes noires, téléphone à l'oreille, le pas rapide. Je l'ai saluée. Elle a sursauté. « Vous » a-t-elle murmuré. « Oui, Mélanie. Moi, j'avais envie de voir mon immeuble aujourd'hui. » Elle a bredouillé quelque chose, mais n'a rien ajouté. Dans ma poche, je tenais les papiers officiels. Ce qu'ils auraient dû me supplier de signer s'ils avaient su que j'étais devenue l'arbitre silencieuse de leur confort. Le jour même où j'ai signé la reprise des 55%, Jean-Pierre m'a dit avec un petit sourire complice, « Maintenant, tu peux faire ce que tu veux, Madeleine. Tu as la majorité de blocage, la majorité d'action. » Et c'est exactement ce que j'ai fait. Sans grand bruit, j'ai convoqué une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires. Julien a reçu l'invitation par courrier recommandé.
Il a dû croire à une formalité comme tant d'autres. Mais cette fois, la salle de réunion du syndic était pleine. Et moi, j'étais assise au bout de la table. Ils sont entrés, Julien et Mélanie. Dès qu'ils m'ont vu, ils se sont figés. « Qu'est-ce que tu fais ici » a lancé mon fils. « Je préside la séance, Julien, puisque je suis désormais copropriétaire majoritaire. » Le silence qui a suivi était délicieux. Mélanie a murmuré, les dents serrées, « C'est une blague ?» Je n'ai pas souri. J'ai sorti les papiers, les signatures notariées, les attestations. Ce n'était pas une blague. C'était la réalité juridique, construite en silence pendant qu'ils me croyaient effondré dans un coin. J'ai énoncé les nouveaux projets de gestion. Refonte du plan de répartition des charges, réévaluation des loyers selon le barème bordelais, suspension temporaire des avantages familiaux octroyés sans vote, contrôle technique des installations pour la sécurité, inspection de chaque lot, y compris celui de Julien. Il a protesté, « Tu vas nous étrangler avec ces hausses de loyer. » Non, Julien. Je n'ai fait qu'appliquer les règles. Les mêmes règles que vous avez utilisées pour me mettre dehors. Dans les semaines qui ont suivi, leur loyer a triplé. Pas par vengeance, mais par logique. Il était largement sous-évalué. J'ai aussi découvert que Mélanie avait monté une micro-entreprise de décoration intérieure, non autorisée par le règlement de copropriété. Avec le conseil de Jean-Pierre, j'ai envoyé une mise en demeure, soit elle arrêtait son activité dans les 30 jours, soit une action serait ouverte pour usage frauduleux d'habitation. Ils ont plié. Et moi, je ne les ai pas humiliés. Jamais un cri, jamais une menace. Je me suis contentée de faire appliquer la loi. C'est ce qu'on appelle la revanche légale. Marthe m'a dit un jour, « Tu dois jubiler, Madeleine. » Je lui ai répondu, « Non, car ce n'était pas de la joie. C'était une paix grave. La paix de savoir qu'on ne me piétinerait plus. Qu'on ne m'invisibiliserait plus. Que pour la première fois depuis longtemps, ma signature avait du poids. » Puis un matin, j'ai reçu une lettre de Julien. « Maman, je ne sais plus comment te parler. On a été dur, sûrement injuste. Mélanie dit que tu veux nous ruiner. Moi, je pense que tu veux juste nous faire comprendre ce que tu as ressenti. » Je l'ai lu 3 fois. Je ne savais pas encore si j'allais répondre. Mais une chose était claire, il m'entendait à nouveau. Et je voulais attendre. Attendre pour voir s'il y avait derrière ces mots un vrai mouvement, ou simplement une stratégie. 2 semaines plus tard, un petit miracle est arrivé. Un samedi après-midi, alors que je triais des papiers dans le calme de mon appartement, on a sonné à la porte. En ouvrant, j'ai vu Louise, ma petite fille. 15 ans à peine, un sac à dos rose sur le dos et, dans ses bras, un vieux cadre que je croyais perdu. Une photo de nous deux, elle avait 3 ans, assise sur mes genoux à Noël. Elle a dit timidement, « Papa m'a dit que je pouvais venir, et puis, je peux dormir ici ce soir ?» Je n'ai rien dit. Je l'ai simplement serrée contre moi. Fort. Très fort. Comme une grand-mère qui a trop attendu ce câlin. Ce soir-là, nous avons cuisiné ensemble. Elle voulait apprendre ma recette de quiche au poireau. Nous avons mis de la musique. Elle a dansé comme une enfant et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti qu'un fil se réparait. Pas tout, mais un fil. Le lendemain, Julien est venu la chercher. Il est resté sur le pas de la porte, main dans les poches, l'air fatigué. « Merci de l'avoir accueilli », m'a-t-il dit. Je l'ai fixé et j'ai répondu calmement, « Ce sera toujours sa maison ici, même quand je n'aurai plus la mienne. » Il a baissé les yeux. Pour la première fois depuis des mois, il n'a pas eu de réponse toute faite. Quelques jours plus tard, j'ai été conviée à une nouvelle réunion de copropriété. Mais cette fois, ce n'était pas moi qui l'avais organisée, c'était Julien. Il a pris la parole, droit, sans note. Je voudrais présenter mes excuses à tous les copropriétaires pour les irrégularités que j'ai laissées passer et, notamment, pour avoir profité de liens familiaux pour contourner certaines règles. J'en assume la responsabilité. À titre personnel, je tiens aussi à dire que ce que nous avons fait à ma mère était injuste et honteux. Un murmure a parcouru la salle. Puis il s'est tourné vers moi. « Maman, je ne peux pas revenir en arrière. Mais si tu acceptes, je voudrais te proposer de reprendre l'appartement du 2e étage. Tu pourrais y vivre gratuitement. Il est à ton nom désormais. » Je l'ai regardé longuement et j'ai simplement dit, « J'accepte, mais pas gratuitement. Je paierai un loyer symbolique, parce que je ne veux plus rien devoir à personne. Mais merci d'avoir eu le courage de dire tout ça devant les autres. Le vrai retournement n'a pas été le moment où j'ai gagné. C'est le moment où ils ont compris que le mot « maman »
n'était plus prononcée avec condescendance, mais avec un respect nouveau. Même Mélanie, un jour, m'a écrit. Je ne savais pas que tu étais aussi forte. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Aujourd'hui, je vis dans cet appartement au 2e étage, baigné de lumière. Je suis redevenue une présence et non un fardeau. On m'invite au repas, on me demande mon avis, et quand Louise veut réviser son bac, elle vient s'installer chez moi parce que, dit-elle, chez mamie, on respire mieux. Mais surtout, je ne crains plus d'être mise dehors. Désormais, je suis la clé. Je me lève chaque matin avec une routine simple, une infusion, une promenade dans le petit square près de la rue de Suzon, puis je m'installe à ma table, face à la fenêtre. Le monde défile lentement, et moi je respire. Je ne suis plus cette femme qui faisait tout en silence, espérant un merci. Je ne suis plus cette bouche de trop qu'on efface pour faire de la place à la modernité. Je suis Madeleine, et je suis enfin à ma place. Je suis Madeleine Vincent, 72 ans, et je suis revenue. Parfois, les voisins me reconnaissent. C'est vous, la dame qui a repris tout l'immeuble ? Je souris et réponds calmement. Non, je suis juste une grand-mère qu'on avait oubliée, mais qui s'est souvenue d'elle-même. Ce n'est pas de la fierté, ce n'est plus de la revanche. C'est une forme de paix intérieure, un apaisement venu d'avoir repris ma place. Non pas celle qu'on m'avait donnée, mais celle que j'ai choisie. Julien passe me voir tous les dimanches. Il apporte du pain, des fruits, parfois même un bouquet. Il ne parle pas beaucoup, mais ses gestes disent tout. L'autre jour, alors qu'il allait partir, il m'a regardé longuement et a murmuré « Tu sais, je ne te mérite pas ». Je l'ai regardé et j'ai dit simplement « C'est vrai, mais tu as encore le temps d'apprendre à me respecter ». Il a baissé les yeux, puis a souri. Ce n'était pas une victoire éclatante, ni un pardon public. C'était un fil retissé. Et pour une mère, parfois, cela suffit. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je sais une chose. Je ne vivrai plus dans l'ombre. Je ne laisserai plus personne parler à ma place. Les femmes de mon âge, les grands-mères, les mères, nous avons encore des choses à dire, et surtout à décider. Et si un jour Louise me demande « Mamie, pourquoi tu n'es jamais partie loin quand ils t'ont mise à la porte ?» Je lui répondrai « Parce qu'ils avaient fermé la porte, mais moi, j'avais acheté la clé. » Si mon histoire vous a parlé, laissez un commentaire. Je suis une femme debout. Abonnez-vous à Histoire vraie de grand-mère, parce qu'aucune mère, aucune grand-mère ne devrait vieillir dans la peur d'être effacée.